Ce que je vous expliquais, c'est que on va vous présenter aujourd'hui les tendances sur l'Europe pour les femmes pour la collection Fall 2020. Donc Fall 2020, on prend compte pour Fall 2020 les mois de juillet, août, septembre inclus, donc 2020. Ici, vous allez avoir accès aux prédictions. Et pour reprendre ce que je disais, si vous ne m'avez pas entendu au début, l'idée vraiment de ce rapport, c'est de vous montrer à quoi ressemble notre plateforme chez Tech. Et aujourd'hui, là, j'utilise ce webinaire pour vous expliquer vraiment toutes les métriques et que vous ayez tous les... vous m'entendez pas. Marion, tu m'entends? Ouais. Parce que là, je ne t'entends plus du tout, Marion. Vous m'entendez plus? Là, maintenant, on t'entend. Ouais, Alors, tu peux peut-être couper ta vidéo. ouais, j'ai coupé ma vidéo là. Est-ce que ça Super. marche mieux? Ouais, moi, je t'entends beaucoup mieux, en tout cas pour ma part. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous entendez mieux maintenant, vous. Oui, Audrey, super. Audrey-Marie. OK. Je pense que c'est mieux, Marion. On va continuer comme ça. Ok, d'accord, très bien. Donc, je vous disais ici que l'idée vraiment de ce rapport et de ce webinaire, c'est de vous expliquer les métriques, toutes les métriques qui sont accessibles dans le produit, qui vont vous aider à faire un diagnostic de tendance quand vous aurez le PDF pour bien relire du coup toutes les informations chez vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, c'est le moment. Donc, ce rapport-là, on va vous présenter les tendances qui sont en haute saison en fall 2020. Et je vais commencer par le guide des métriques. Donc voilà, vous pourrez le relire bien sûr chez vous pour tout le détail. Nous, chez Euritech, en fait, nos métriques, elles vont nous aider à vraiment capturer l'essence des tendances. Et on va regrouper en fait chacune des tendances par cluster. Donc, les clusters, en fait, ce sont des regroupements de tendances en fonction de la dynamique et de la magnitude de la tendance. Avant de vous expliquer les clusters, je vais commencer par rentrer dans le détail des indicateurs. Donc, commençons du coup par ce qu'on appelle la behavior et la magnitude, donc le comportement et la magnitude. Vous allez avoir en fait cinq indicateurs principaux. Vous allez avoir donc la courbe d'évolution. C'est la courbe d'évolution qui va être donc accessible visuellement et qui va vous permettre en fait de retracer vraiment toute l'histoire de la tendance depuis 2017 jusqu'à un an dans le futur. Et ça va être très important parce que c'est ce qui va vous permettre de remettre en contexte du coup toute l'histoire de la tendance pour mieux analyser ce qui va arriver dans les prochains mois, dans la prochaine année. Ensuite, vous avez donc la métrique de la haute saison et du lancement optimal. Donc, qu'est-ce que c'est? La haute saison, en fait, vous le verrez très clairement dans les exemples qu'on va montrer par la suite, mais en fait, c'est le moment de l'année, la saison pendant laquelle la demande est la plus importante pour la tendance. Donc, c'est vraiment là que la tendance va avoir son potentiel le plus élevé. Et le optimal launch, en fait, c'est pour la saison qu'on est en train de regarder, donc là, ce sera pour la fall, c'est le mois pendant lequel la tendance va vraiment atteindre son pic. C'est le mois pendant lequel, en fait, elle va avoir la visibilité la plus élevée. Et c'est vraiment, en fait, le mois où voilà, c'est le plus intéressant de pousser la tendance pour pouvoir écouler le maximum de stock possible. Ensuite, on a la magnitude. Donc, la magnitude, en fait, c'est la prédiction du niveau de visibilité de la tendance sur les réseaux sociaux, sur la saison qu'on est en train de regarder. Donc, ici, ce sera sur la fall, encore une fois. Vous avez, en fait, 5 paliers, 5 niveaux de magnitude. Micro, small, medium, big et massive. Micro, en fait, ça va être des tendances qui vont avoir une magnitude qui va être assez faible. Donc, c'est des tendances qui vont être beaucoup plus niches, qui vont s'adresser à une partie, enfin, un segment de marché restreint.
Ensuite, des tendances small, avec donc une plus petite magnitude. Des tendances médium, donc c'est une magnitude qu'on va appeler modérée, voilà, moyenne. Des tendances qui vont avoir une magnitude big. Donc là, on commence à avoir un potentiel commercial qui est vraiment très élevé, une demande qui est forte et massive. Là, on touche vraiment massivement le marché. Donc, c'est sur des tendances qui sont très installées, qui vont être quasiment des basiques. Et enfin, le dernier indicateur sur les comportements et la magnitude, donc c'est la croissance. La croissance, tout simplement, c'est l'évolution de la tendance d'une saison, de la saison par rapport à l'année dernière. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, du coup, sur ces indicateurs-là, déjà? Ok. Continue. Oui, ça a l'air OK, Marion. Tout le monde est. Ok, super. D'accord. N'hésitez pas à nous dire et à nous arrêter si vous avez besoin de Voilà, plus d'explications, hein. Voilà. On va rentrer dans les explications de toute façon dans des exemples de tendance, donc ce sera beaucoup plus visuel pour vous. Ensuite, on a un indicateur qui s'appelle la segmentation. Donc, c'est vraiment l'indicateur qui va vous permettre de savoir à qui s'adresse cette tendance en particulier. Donc, quel est le segment, la cible de consommateur qui est la plus représentée sur cette tendance-là? On a trois segments chez Euritech. On a le segment edgy, qui vont être du coup des gens avec un style plus pointu, distinctif, qui vont souvent se positionner en amont de la trend, de la tendance. On va avoir le segment trendy. Donc, ce sont des gens qui vont être à la pointe de la tendance, qui vont chercher la nouvelle tendance, qui vont vouloir être à la mode. Et on a le troisième segment, qui est le segment qu'on appelle mainstream, où là, en fait, on va s'adresser vraiment à tout le marché, donc des consommateurs qui vont, eux, chercher des tendances qui sont déjà confirmées, qui sont déjà, du coup, massivement adoptées. Donc ça va vous permettre, en fait, de comprendre quelle est la cible de consommateur. Comment est-ce qu'on la calcule? En fait, on va regarder ce qu'on appelle le taux de pénétration de la tendance au sein de chaque segment. Donc, on va regarder si la tendance est au sein de chacun des segments, elle est plus représentée que les autres tendances. Enfin, quel est son taux de représentation? Et ensuite, on va du coup associer à la tendance le niveau de segmentation, enfin la cible, le segment chez qui la tendance va être le plus représentée. Donc, par exemple, une tendance qui va avoir une segmentation edgy, ce que ça veut dire, c'est que cette tendance, elle est surreprésentée chez les edgy par rapport aux autres segments. Ça veut dire, attention, qu'elle n'est pas du tout représentée chez les trendy et chez les mainstream, mais elle est surreprésentée chez les edgy. C'est vraiment ce qui va vous permettre de savoir si la tendance, elle est adaptée à votre cible. Est-ce que c'est clair cette notion-là aussi? Alors, écoute, pour le moment, il n'y a pas de retour, donc j'ai envie de dire que c'est clair. Ok, super. Allez. Alors ensuite, vous allez avoir le catégorie breakdown. Alors ça, c'est très simple à comprendre. C'est vraiment sur quelle catégorie la tendance est particulièrement représentée par rapport aux autres tendances en général. Donc en termes de catégories, on en a 6. On a les tops, les robes, les pantalons, les manteaux, les jupes et les shorts. Et vous allez pouvoir en gros comparer sur chacune des catégories à quel point la tendance est représentée par rapport à la norme sur Instagram. On rentrera aussi dans le détail avec un exemple précis. Vous avez ensuite, dans ce rapport, vous verrez, vous avez des photos. Donc, ce qu'on va appeler, là, c'est une sélection de moodboard. Ce sont des photos qu'on va aller chercher parmi notre panel Edgy, qui est un panel en fait qu'on construit à la main manuellement pour avoir la sélection la plus edgy possible. Donc, voilà pour les métriques. Et en fait, à partir de toutes ces métriques-là, on va en gros créer un diagnostic de tendance. Et les clusters, en fait, c'est une façon pour vous de comprendre tout de suite comment la tendance elle se positionne et d'avoir un peu un aperçu
de quelle est la dynamique, quel est le comportement de cette tendance-là pour la collection que je suis en train de regarder. Donc, on a 6 clusters. On a 6 clusters qui vont prendre en compte, du coup, donc, la magnitude de la tendance et son évolution, sa croissance. Le premier, c'est donc les fashion bets. Les fashion bets, en fait, ce sont toutes les tendances qui ont une magnitude qui est assez élevée, donc qui est entre médium et massive. Donc, ça veut dire qu'elles ont un potentiel commercial qui est élevé. Et en plus de ça, elles sont en croissance. Donc, c'est vraiment les tendances sur lesquelles tout le monde on peut parier pour ces prochaines collections. Ensuite, vous allez avoir les safe bets. Donc, les safe bets, ce sont des tendances qui ont une magnitude qui est importante et qui ont une dynamique qui est stable. Donc, il n'y a pas spécialement de croissance dessus, mais pour autant, elles sont très intéressantes commercialement parlant parce qu'il y a une demande qui est conséquente dessus. Alors, pardon, je vois là une question. C'est normal qu'il n'y ait pas d'autre image que la première. Oui, c'est normal pour l'instant. On va rentrer dans le détail. Là, je vous explique juste toutes les métriques et ensuite, on va avancer dans le rapport. Ensuite, vous avez les bold bets. Les bold bets, en fait, ce sont des tendances qui sont en forte croissance, mais qui ne sont pas encore très visibles, qui ont une magnitude, donc par conséquent, qui va être soit micro, soit small. Et en fait, ce sont des tendances sur lesquelles certaines marques vont vouloir se positionner pour être vraiment soit sur un marché niche, soit pour se positionner vraiment en amont de la tendance. Donc, c'est plus un pari, c'est un peu plus risqué, mais ça peut être très intéressant pour certains types de marques. Ensuite, vous avez des tendances qui sont stables. Alors, ces tendances, elles sont stables comme les safe bets, mais elles ont une petite magnitude. Et le fait qu'elles aient une petite magnitude, ça les rend un peu plus risquées parce que, en fait, c'est des tendances sur lesquelles il ne se passe pas grand-chose, mais il n'y a pas non plus un grand niveau de volume derrière. Donc, du coup, ce sont des tendances sur lesquelles il faut être plus précautionneux. Ça va dépendre de la stratégie de la marque. Si vous êtes une marque et que vous voulez vraiment vous différencier de la concurrence, vous positionner sur des tendances qu'on ne voit pas partout, et peut-être même être la marque qui va permettre à la tendance d'exploser, ça peut être des tendances qui sont intéressantes. Et ensuite, on va rentrer dans les tendances qui sont décroissantes, où on a en fait 2 types de clusters. On a les last call et les markdown. Les last call, ce sont les tendances en décroissance qui vont avoir une forte magnitude. Donc, même si elles sont en décroissance, le fait qu'elles aient une forte magnitude, ça montre qu'elles ont quand même toujours un potentiel commercial important. Et donc, on ne va pas recommander, typiquement chez Eurytech, on ne va pas vous recommander de faire énormément de quantité dessus. Mais pour autant, si vous l'avez prévu dans votre collection, elles peuvent se vendre. Il y a encore un marché, en tout cas pour elles. Les markdowns, à l'inverse, ce sont des tendances qui sont en décroissance et elles sont très peu visibles. Elles ont une faible magnitude. Et c'est des tendances sur lesquelles, pour le coup, on va recommander de ne pas s'engager parce que le marché est très faible derrière et ce sont des tendances qui sont, qui ont une dynamique qui décroît. Est-ce que c'est clair aussi pour ces clusters? Vous allez voir de toute façon, encore une fois, des exemples précis. Ok, super. Donc, on va rentrer du coup dans les imprimés. Donc là, on va vous présenter un extrait de quelques imprimés, quelques fabriques, quelques tendances de matériaux et quelques tendances de couleurs pour la Fall 2020. Et vous aurez dans le PDF que vous allez recevoir une sélection un peu plus large. Alors, ici, si vous voyez bien, vous avez ce qu'on appelle le Trend Radar. Le Trend Radar, en fait, c'est vraiment l'endroit dans le produit où vous allez avoir la liste de toutes les tendances qui sont accessibles et vous allez avoir un aperçu, du coup, des tendances sur lesquelles il faut vraiment parier, donc qui vont être notamment les fashion bets, et les tendances, au contraire, sur lesquelles il faut être beaucoup plus précautionneux, donc les last call et les markdowns. Donc ici, si vous voyez, c'est rangé de la gauche vers la droite selon du coup le taux de croissance.
Et les tendances sont triées par cluster, les clusters que je viens de vous expliquer. Donc, vous avez dans les fashion bets pour la fall 2020, donc les tendances qui vont être en haute saison en fall 2020. Pour les imprimés, vous avez le tie and dye et le ditzy, qui sont deux tendances dont on a parlé au webinaire de la semaine dernière, donc qui ont une forte croissance et une magnitude élevée. Vous allez avoir du coup toute la liste de tendances en safe bet, donc le message text, graphic text, Aztec, etc. Voilà, je vous laisserai les découvrir parce que le temps passe vite. Vous avez les tendances du coup qui sont stables, les last call, comme par exemple l'imprimé scarf print, le gingham et le color block, et du coup les markdown. Donc markdown pour rappel, tendance en décroissance et en plus avec une faible magnitude. Donc vous avez notamment le zebra et le leaves la dernière fois. Donc je vais vous montrer quelques exemples. On a choisi en fonction des questions que vous aviez posées la dernière fois. On va commencer par le léopard. Voilà. Donc ça, c'est la fiche de la tendance. C'est vraiment là, vous allez avoir toutes les informations quantifiées et quelques informations aussi qualitatives dans cet imprimé-là. Dites-moi si vous ne voyez pas bien, vous n'êtes pas censé lire le texte, donc vous pourrez le relire après. Donc l'important, c'est que vous voyez bien les graphiques et les métriques. Et ici, en fait, donc on est sur la fiche du léopard en Europe chez les femmes pour la fall 2020. La première chose que vous allez regarder, ça va être la courbe d'évolution. Donc, je vais zoomer. Voilà. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez bien. Cette tendance-là, cette courbe d'évolution, elle est très claire parce qu'on retrouve vraiment toute l'histoire du léopard. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez toutes les datas dans le passé. Donc, toute l'évolution, donc la visibilité de la tendance léopard dans le passé. Et ce que vous voyez ici en pointillé, c'est tout notre forecast chez Eurytech. Ici, la zone qui est grisée, c'est la fall 2019. Et la zone qui est grisée là, c'est la fall 2020, donc la saison qu'on est en train d'étudier en question. Donc, entre juillet et septembre 2020. Donc, comme je vous disais ici, dans le passé, ce que vous allez voir, c'est que en fait, c'est vraiment une tendance qui a explosé en été 2018. Donc là, on voit l'évolution qui a été vraiment conséquente, qui a connu son pic du coup fin 2018 et qui a commencé à décroître progressivement depuis 2019. Nous, ce qu'on prédit chez Eurytech, c'est que c'est une tendance qui, pour fall prochain, va se stabiliser. Donc, c'est une tendance qui a une croissance pour fall qui est flat, comme vous voyez ici, donc à moins 5%. On considère que moins 5%, c'est flat. Et voilà. Ce que vous voyez aussi d'autre dans la courbe, c'est que c'est une tendance qui a sa haute saison en fall et en winter. Donc, toute cette partie-là que vous voyez là, si vous suivez mon curseur. Et l'autre information qu'on va vous donner, c'est que pour la fall, le moment optimal pour la lancer, le mois optimal, c'est le mois de septembre. Et ce que vous voyez, c'est le mois qui est ici, c'est là où la tendance va atteindre son pic. Donc, c'est vraiment le moment où vous allez, où la tendance sera la plus visible, où vous allez en vendre le plus si vous en avez prévu dans votre collection. La magnitude de cette tendance, elle est médium. Donc, c'est une tendance qui a un bon potentiel commercial. Et c'est pour ça, en fait, qu'on la met en safe bet. Donc, c'est cette croissance stable qui font cette tendance un safe bet. L'autre information que vous avez ici, ça va être le fait que c'est une tendance qui, en plus de ça, est edgy. Donc, c'est une tendance qui va toucher surtout des gens edgy. Donc, qui a un potentiel mode, entre guillemets, qui est très élevé pour cette cible-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une tendance qui ne touche que des gens edgy. Ça veut juste dire que c'est une tendance qui est très représentée chez ces gens-là. Et donc, si c'est votre cible de clients, c'est une tendance qui permettra de les atteindre. Ensuite, vous avez le catégorie breakdown. Donc, le catégorie breakdown, je vous disais, c'est pour vraiment comparer du coup le split de la tendance selon les catégories par rapport à la moyenne sur Instagram. Donc, ce que vous voyez en bleu, ça, c'est les données de la tendance du léopard. Et ce que vous voyez en gris en dessous, c'est le benchmark par rapport à toutes les tendances qu'on reconnaît.
Donc, c'est le benchmark par rapport à Instagram. Donc, première chose importante à comprendre, c'est que comme vous pouvez le constater, les tops sur Instagram, ça représente 45% du mix de catégories. Pour une raison très simple, c'est parce que sur les photos, on voit beaucoup plus notamment par exemple de selfies, et on reconnaît beaucoup plus de tops. Donc, c'est hyper important de comparer votre catégorie breakdown de la tendance par rapport à la moyenne. Et là, ce que vous voyez, c'est que le catégorie breakdown, c'est 34% de tops. Certes, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la moyenne sur Instagram qui est à 45%. Donc, ça veut dire que cette tendance-là, elle n'est pas représentée, elle n'est pas très représentée sur les tops. Là où elle est très représentée, en revanche, c'est sur les robes, où vous avez donc 28% du catégorie mix, alors que sur Instagram, c'est 18%. Donc, ça veut dire que cette tendance, il faut la jouer vraiment sur des robes. Et il faut aussi la jouer sur des jupes qui sont représentées, du coup, qui représentent 23% du mix versus 8% sur Instagram. Donc, c'est beaucoup plus représenté sur les jupes. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, du coup, vous allez avoir donc une sélection de photos qui vous permet de voir différents stylings et de voir notamment que ça peut être aussi intéressant de jouer le léopard dans d'autres couleurs beaucoup plus vives, comme par exemple le vert ici. Alors, si c'est clair pour vous, je vais passer à la prochaine. Donc, du coup, c'est le color block. Alors, color block, c'est une tendance qu'on voulait vous expliquer, vous présenter parce que justement, elle est en last call. Donc, pour vous montrer un exemple de tendance en last call. Le color block, en fait, quand vous regardez du coup l'évolution de la tendance, c'est une tendance qu'on a donc beaucoup vue en 2018-2019, qui était principalement poussée d'ailleurs par l'avènement du sportswear. On en a vu beaucoup sur des sweatshirts, des t-shirts, des vestes de sport aussi notamment. Et on en a beaucoup parlé récemment en fait, du retour du color block, mais chez Euritech, en tout cas dans les data, c'est pas ce qu'on constate. On constate que c'est une tendance qui est plutôt en décroissance, en décroissance modérée, comme on dit. Et sur la fall 2020 en particulier, on sera à moins 11% par rapport à l'année dernière. La magnitude de la tendance, elle est médium. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel qui est élevé. Il y a un potentiel commercial derrière. Et c'est la raison pour laquelle elle est dans le cluster des last call. Donc, ce n'est pas une tendance sur laquelle c'est le plus stratégique de se positionner. Pour autant, si vous en avez dans votre collection pour la fall 2020, ça peut être intéressant de prévoir de la pousser, surtout en septembre, qui est en fait le mois de lancement optimal, parce que ce que vous voyez sur la courbe, c'est quand même vraiment là qu'elle va atteindre son pic. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous aurez le plus de chances d'écouler vos stocks. En termes de segmentation, c'est une tendance qui est trendy, donc qui va permettre de toucher une cible, une cible à la recherche de tendance. Et sur les catégories, vous avez les tops qui sont surreprésentés. Vous avez aussi du coup les robes qui sont un peu plus représentées que sur Instagram, mais bon, c'est assez léger. En revanche, là où vous voyez un potentiel intéressant, c'est sur les manteaux. Sur lesquels la tendance est assez représentée. Et quelques exemples ici, sur un sweatshirt, sur une veste et sur un pantalon. J'espère que c'est clair. Et je vais vous montrer maintenant un exemple de tendance markdown. Donc, vous avez parlé la dernière fois de l'imprimé Jungles. Nous, on l'appelle l'imprimé Leaves, feuille. Et c'est une tendance, en fait, qui va être pour Fall 2020 dans la catégorie des markdowns. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que c'est une tendance, alors très clairement, c'est une tendance qui est très saisonnière, qui a sa haute saison en summer et en fall. Et ce qu'on constate, c'est que pour la fall, le niveau de visibilité va être en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Et donc, la magnitude, elle est faible. Donc, c'est une tendance qui a un marché qui n'est pas forcément énorme. Donc, ce qu'on vous conseille, si vous l'avez dans votre collection, ça va être de vraiment
tout focaliser sur le mois le pic, le mois pardon, où la visibilité est la plus élevée pendant la fall, qui est le mois de juillet. Donc, voilà, là où les gens seront moins influencés sur les réseaux sociaux par cette tendance-là, mais voilà, là où vous avez le plus de chances de l'écouler, c'est sur ce mois de juillet. Et ensuite, ça décroît très vite, comme vous voyez, parce que c'est une tendance très saisonnière. En termes de segmentation, on est cette fois-ci sur une tendance qui est beaucoup plus mainstream. Donc voilà, qui va être moins intéressante beaucoup moins intéressante si vous vous positionnez sur une cible soit edgy ou plus trendy. Et ensuite, vous avez encore une fois le catégorie breakdown, où là, on voit la surreprésentation de l'imprimé sur les robes et sur les jupes. Et quelques exemples. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux fabrics. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout présenter, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous aurez accès à tout. Je voulais juste vous montrer le lin. Alors, le lin, ce qui est intéressant sur cette tendance, c'est que, en fait, on voit, enfin, nous, on s'était posé la question pendant le confinement de savoir si le lin, qui était extrêmement lié à la notion de confort, notamment, allait perdurer et allait être une tendance, du coup, enfin, qui allait avoir vraiment son momentum sur le fall prochain, donc sur les prochains mois, post-déconfinement. C'est effectivement le cas. Enfin, en tout cas, c'est une tendance qui se stabilise. Sur la fall, on a une croissance à 3%, donc elle est flat. La magnitude, elle est médium, donc il y a un marché. Le pic month, c'est juillet, ce que vous voyez très clairement là sur la courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que le lin, en fait, il est très représenté chez les edgy, donc sur le panel edgy. Et donc, en tout cas, c'est un bon indicateur du fait que c'est une tendance qui a toute sa place dans des collections beaucoup plus mode et plus osées. À décliner évidemment du coup sur des tops, pas mal aussi du coup, et pas mal aussi sur les robes. Voilà. Je vais passer juste vous montrer un exemple pour les couleurs. Alors pour les couleurs, on va regarder donc les beiges. Je vous montre juste très rapidement. Là, je vous laisserai rentrer plus dans le détail des métriques, mais ce qui est intéressant en fait sur le beige, c'est que c'est vraiment une tendance qui a commencé à décoller avec la tendance minimaliste. Et donc c'est ce que vous voyez, l'augmentation, elle est quand même assez marquée sur les 2 dernières années. Nous, ce qu'on prévoit, c'est que c'est une tendance qui va se stabiliser du coup pour l'année prochaine et en particulier pour Fall 2020, là où elle sera en haute saison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une tendance qu'on avait beaucoup vue sur la Fashion Week Fall Winter 2020, pardon. Et effectivement, on retrouve ça dans la notion de segmentation, qu'elle est très portée par des gens edgy. Donc, ça vient vraiment confirmer ce qu'on avait pu observer, sur les fashion shows et aussi dans les street styles de la Fashion Week Fall Winter 2020. Alors, le mint, c'est une tendance dont on vous a parlé au dernier webinar. Et c'est une tendance qu'on va classifier en fait dans les bold bets. Alors, pourquoi dans les bold bets? Pour rappel, en fait, les bold bets, ce sont les tendances qui sont en croissance et qui ont une magnitude qui est relativement faible. Donc, ils vont s'adresser à un marché un peu plus niche, mais qui peut permettre à des marques de se démarquer de la concurrence et de se positionner vraiment en avant-gardiste de la tendance. Donc, c'est ce que vous voyez ici. C'est une tendance qui a quand même pas mal augmenté depuis 2019 et voilà. Et c'est toujours le cas, notamment pour la fall prochaine. Voilà, donc ça peut être très intéressant pour aller chercher les gens edgy, en particulier décliner ça sur des tops et sur des robes. Et enfin, pour vous expliquer aussi donc un autre exemple de markdown sur les couleurs qui est
parlant, ça va être le safran. Le safran, c'était vraiment la couleur de l'année dernière. Et voilà, c'est la couleur de l'année dernière. Ce ne sera pas la couleur de 2020 et en particulier de la fall 2020. Donc, on prédit une décroissance de moins 14% par rapport à la fall dernière. La magnitude, elle est petite. Donc, encore une fois, ici, donc même si c'est une tendance qu'on retrouve chez des gens edgy, le marché va être quand même assez niche. Et voilà, ce qu'on conseille, c'est de pas, si c'est pas trop tard, de pas jouer énormément de quantité dessus et de vraiment insister pour que la tendance, elle soit écoulée sur le mois de septembre pour des collections back to school, là où du coup elle aura un peu voilà, son pic de visibilité qui est, comme vous le voyez sur la courbe, voilà, il n'est pas flagrant non plus, donc c'est une tendance qu'on peut écouler tout au long de la collection fall. Voilà, donc je vous ai partagé quelques exemples d'analyse de tendance. Vous pourrez évidemment du coup toutes les relire et accéder à d'autres tendances, une sélection d'autres tendances dans le PDF que Gloria va vous envoyer. N'hésitez pas si vous avez une question. Voilà, j'espère que tous les indicateurs étaient clairs et que ça vous donne un meilleur aperçu du type d'information, de diagnostic de tendance qu'on fait chez Euritech. Voilà, donc si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Oui, n'hésitez pas à nous poser des questions. On sait que les métriques, elles sont nouvelles pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur la magnitude, si vous voulez qu'on revienne sur les différents clusters. Alors, on va prendre une fiche comme ceci pour toutes les tendances indiquées. Oui, il y aura bien une fiche pour toutes les tendances indiquées. Donc là, dans le PDF qu'on vous a fait, aujourd'hui, on vous a présenté 6 trends, mais vous aurez un PDF d'une 40aine de trends. Donc, vous aurez de quoi lire. Je vous les montre là, ouais. Disons que c'était compliqué aujourd'hui de vous faire une présentation de ces 40 trends. Ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, on voulait surtout s'assurer que vous compreniez bien toutes nos métriques, qu'on soit là pour vous accompagner dans cette découverte des métriques. Et si tout est clair pour vous, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux revenir et vous expliquer certaines métriques. Mais n'hésitez pas surtout à profiter de nous ce matin et nous poser les questions sur ce qu'on vous a présenté. Et on sera ravis de vous répondre. Pour la chaussure et l'accessoire, pour le moment, c'est pas prévu. C'est en cours. Je ne sais pas si on aura le temps de vous montrer ce travail pendant le New Data for Fashion. Mais normalement, on devrait avoir des premiers éléments à partir de septembre. Donc, on espère qu'on pourra vous présenter quelques tendances sur la chaussure. Vous aurez bien le PDF, pas de problème. Merci Jean-François, tout est clair. Marion, écoute, tout est clair. Tu as été formidable, merci. Voilà, et voilà, vraiment n'hésitez pas par email si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre et de discuter avec vous. Bon, excusez-moi, oui. Gloria et Marion, il me semble qu'on a quand même une question de Yann. Je pense qu'il a utilisé l'autre fenêtre de questions. Alors, tous les graphes de behavior et magnitude sont-ils construits sur la même échelle pour savoir si on peut les comparer visuellement? Alors, justement, la magnitude, c'est vraiment non. Alors, pour répondre, non. Le graphique, en fait, il va permettre vraiment de mettre en avant la dynamique de la tendance. Et en fait, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est regarder au regard de la magnitude. Et de regarder en gros de pouvoir, donc c'est l'intérêt de ces 5 paliers, c'est de pouvoir en gros vous permettre de savoir quelles sont les tendances qui sont comparables entre elles en termes de visibilité sur le marché. Marion, Marion, tu peux peut-être nous remontrer une fiche. Bien sûr. Ouais.
Hop. Alors, je vais vous montrer, par exemple, voilà, le tie and dye que vous aurez derrière. Mais ce que vous avez ici, en fait, c'est que là, en fait, vous voyez l'évolution de la demande indépendamment de, du coup, la magnitude. C'est pas sur, c'est pas sur une échelle qui est comparable, par exemple, par rapport au. Alors, je vais vous en montrer une autre. Je vais vous montrer 2 exemples. Donc là, vous avez le tie and dye qui est de magnitude médium. Donc, vous voyez l'évolution, elle est en croissance. Et si vous allez sur, par exemple, les leaves, vous allez, la courbe, vous n'allez pas pouvoir la mettre côte à côte, ça ne vous donnera pas vraiment une idée d'échelle. En revanche, ce qu'il faut bien garder en tête quand vous analysez, c'est que là, on est sur une magnitude qui est small, donc qui est moins importante. Donc, gardez bien, si vous voulez vraiment les comparer, il faut vraiment le faire à la lumière de la magnitude. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'espère, Yann, qu'on a répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à revenir vers moi par mail. Ah, très clair, merci. Bon, super. Ok, écoutez, si on n'a plus d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. En tout cas, moi, je vous envoie les PDF aujourd'hui ou demain matin, comme d'habitude. Et n'hésitez pas surtout à nous remplir le feedback form pour qu'on puisse orienter nos prochains webinars par rapport à ce que vous voulez, par rapport peut-être aux explications qu'on pourrait vous apporter. Le prochain feedback form, en tout cas, il sera sur ce webinar et je vous l'enverrai aussi demain matin, je pense. Voilà. Ouais, j'insiste vraiment, mais c'est super important pour nous d'avoir votre feedback et d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à rajouter le plus de commentaires possible. On est preneur de toute information et de tout commentaire. Merci Yann, merci à tous. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain webinar. Je vous enverrai une communication par mail pour vous indiquer quand est-ce sera le prochain webinar. Mais a priori, il sera dans 2 semaines. Merci, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup.